Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ces 24e ateliers du GERS. Encore une nouvelle session. On essaye de continuer à vous apporter des informations, même si la période, bien entendu, est moins troublé qu'elle ne l'était il y a quelque temps, mais vous avez été nombreux donc à nous demander à continuer de fournir cette information. Donc, on a essayé un peu d'évoluer. Donc, au-delà des informations qu'on vous donne habituellement sur la situation au niveau de la médecine, de l'activité médicale, de l'activité pharmaceutique, du médicament remboursable et du conseil, on a essayé dans cet atelier de traiter des points particuliers, vous le verrez. On a un point sur les maladies rares que David vous fera. Bien sûr, un point sur la reprise du Covid. Euh, Également, une nouveauté sur le bilan partagé de médication et sur les entretiens pharmaceutiques, extrêmement intéressant. Et ensuite, bon, vous verrez, dans chacune des parties, il y a des choses nouvelles avec, sur le médicament remboursable, notamment un point sur ce qui se passe au niveau des médicaments onéreux et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, ben, ces ateliers virtuels, hein, nous les organisons, vous le savez, grâce à tout ce que le groupe CGDIM a comme information au travers de ces activités multiples. CGDIM Pharma, c'est beaucoup de choses. C'est les logiciels pharmaciens, c'est notre activité en pharmacie avec Futura Media et ses médias. C'est également l'activité avec Medexact au niveau des logiciels pharmaciens. C'est aussi tout ce que l'on a avec BCB et les autres activités du groupe. Et tout cela est enrichi au niveau de Gers Data par toutes les équipes de Gers Data que je remercie, qui ont encore passé beaucoup de temps pour réaliser ces ateliers. C'est des données qui sont partagées avec les pouvoirs publics, hein, la DGS, la NSM, le ministère, l'assurance maladie, et c'est des données qui proviennent de nos stats hospitalières, de la Bastine. Je rappelle que la Bastine a été sélectionnée par l'ANSM et le CEPS pour le suivi et l'analyse de la prescription par les médecins généralistes et spécialistes, et puis toutes les données d'achat et de distribution des officines, que ce soit le Sell-in, SogNow, SogEarly, Sell-out by Gers Data, et bien sûr Gers Rupture. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à David, qui va vous présenter la situation en médecine de ville. David, Donc c'est à bon, merci Patrick. Donc bonjour à toutes et à tous. Et, euh, et comme le disait Patrick, maintenant les ateliers, on se déplace en région pour être sûr que côté laboratoire, ils puissent bien suivre les ateliers. Donc là, je suis en province dans un laboratoire pour présenter. Comme ça, je vérifie que les équipes suivent bien les ateliers. Alors, quand on parle de médecine, et du coup, ça me fait sourire de plus en plus, et vous pouvez le voir un peu sur la vidéo, c'est que globalement, on le voit bien, quel que soit le marché, c'est toujours la question de à quoi on se compare, sur quel espace-temps. Et c'est vrai que quand je me compare ou quand je fais les analyses par rapport à 2021, on me dit ah ouais, mais 2021, c'est pas le bon marqueur. On me dit essaye 2020. Du coup, je fais 2020. On me dit ah ouais, mais 2020, c'est le début du Covid, donc c'est compliqué aussi. Donc prends 2019. Et puis après, en général, quand je prends 2019, on me dit ah ouais, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Et Patrick le montrera tout à l'heure sur les médicaments et surtout sur les médicaments onéreux notamment. Et donc, pour être le plus objectif possible, et ben, du coup, on rajoute des couleurs. Ça a le mérite de mettre de la bonne humeur et puis surtout de se dire, bah voilà, en médecine générale, en fait, si on regarde par rapport à l'année dernière ou par rapport à 2019, on a un nombre de consultations donnant lieu à une prescription qui est en baisse depuis le début de l'année.
et qui s'accélère sur ces derniers mois, notamment les 8 dernières semaines. Vous pouvez voir, si on regarde quand même par rapport à 2019, qui était une période avant Covid, on est à -3, -2 depuis l'année dernière. Donc, on voit qu'on a un usage quand même de la médecine générale qui évolue dans le temps. Et on verra si, avec le renfort des nouvelles missions côté officine, si ça va changer durablement l'usage qu'on va avoir tout à chacun de la médecine générale. Pour éviter multitude de couleurs, quand on regarde les spécialités libérales et les évolutions, vous pouvez voir que les consultations pour tout ce qui est spé libéral par rapport à l'année dernière, qui était aussi en partie un rattrapage de l'année d'avant, mais globalement, on est en recul, que ce soit pour les pneumos, les cardio, que gastro et pédiatre. Donc globalement, à part les neurologues qui sont légèrement positifs, le trafic et l'activité des spécialités libérales est en fort recul, jusqu'à -15, -17 pour psychiatres et rhumatologues. Donc, vraiment, ça montre bien que des consultations qui sont plus diffuses et un besoin de mieux suivre probablement à terme les patients et les citoyens. Pour autant, la téléconsultation plafonne à 3, 4, 5% des consultations. Donc là aussi, on parle de digitalisation, on parle de séparation du physique par rapport au digital. En France, la téléconsultation marque le pas depuis, vous pouvez le voir, elle l'a marqué très très rapidement. Donc on a toujours cette ligne droite sur l'usage de la téléconsultation. On va voir comment ça évolue dans le temps, le type de consultation plutôt sur ces digitales. Mais aujourd'hui, quand même, globalement, on a une téléconsultation qui plafonne à 4% des consultations. Donc, ce qui reste globalement, à peu près, si vous voulez donner un ordre d'idée, à 20% de ce qu'on a connu au plus haut, c'est-à-dire en avril 2020, de la téléconsultation. Donc, mine de rien, on n'a pas eu ce virage à 180 degrés sur tout digital et encore beaucoup de consultations en présentiel. L'autre sujet qui est pas anecdotique, c'est toujours ce sentiment de comment on peut rendre la donnée de plus en plus actionnable et comment on peut objectiver aussi un certain nombre de points, un certain nombre de phénomènes. Et derrière, je ne vous cache pas, ce qui anime avec l'équipe et avec Patrick dans les discussions, surtout en terrasse avec le soleil qui pointe son bout de son nez, c'est de se dire comment aujourd'hui on va pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs sur les maladies rares, mais derrière les maladies rares, l'errance thérapeutique. Et quand on parle d'errance thérapeutique, de quelle durée on parle? Et quand là, on a sélectionné à peu près 7 maladies rares, donc de la maladie de Vaquez ou Charcot jusqu'à la sclérodermie, et vous avez en nombre de jours le nombre, l'errance moyenne pour ces patients. Ça veut dire que si je prends le premier exemple où je suis à 2400 jours, ça fait globalement à peu près entre 6 et 7 ans. Ça veut dire qu'entre le moment où on suspecte qu'il y a quelque chose chez le patient et le moment où on dit au patient, on a trouvé, moi médecin, moi spécialiste, quelle est votre maladie, quelle est votre pathologie, il y a parfois jusqu'à 7 ans d'errance thérapeutique. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit à un patient, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de là, le chronomètre, il tourne. Et vous pouvez regarder sur la maladie de Horton, on est sur quasiment 2000 jours. Ça veut dire effectivement bien 4-5 années. Pareil sur un certain nombre de ces pathologies-là. Et sur la sclérodermie, on est quand même sur quasiment 3 ans, 4 ans. Donc, ça veut dire bien qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est mis en place ne permet pas encore d'avoir un niveau satisfaisant d'errance thérapeutique. Et plus on va se mettre dans cette notion de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'informatique, avec l'accompagnement, avec les algorithmes, avec l'IA, pour justement aider à mieux orienter le patient et surtout de pouvoir définir des profils et redescendre. Là, par exemple, on a effectivement la médiane de l'âge sur chacune d'entre elles, la répartition par genre entre hommes et femmes. Mais là, on est sur l'âge du diagnostic de la maladie.
Or, comme vous l'avez vu, on a une errance thérapeutique qui est importante. Ça veut dire que pour certains d'entre eux, bah, effectivement, 53 ans avec 6 ou 7 ans d'errance thérapeutique, bah voilà, les enjeux et sur lesquels les équipes travaillent de plus en plus, c'est comment on peut effectivement améliorer l'adressage, améliorer la prise en charge du patient de manière à réduire cette errance thérapeutique et de profiter, au sens positif du mot profiter, des données qu'on a pour affiner ces aiguillages. Et puis, là, je parle des maladies rares parce que c'est criant, mais du coup, sur quelques pathologies chroniques, également de voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer la prise en charge, l'observance et la persistance au traitement. Alors, histoire de saboter un petit peu l'ambiance, bon, bah, la Covid-19 est bien là, vous pouvez le suivre, notamment dans les communications qui sont faites des uns et des autres et surtout des nôtres. Du coup, le nombre de cas symptomatiques est en forte dynamique. Et quand on met en perspective l'ensemble des vagues et qu'on les regarde dans le temps, en mettant le début de la vague et sa vitesse, cette nouvelle vague, la vague 7, aujourd'hui, c'est celle qui se propage en nombre de cas symptomatiques le plus rapidement. Euh, on va voir si effectivement elle suit le même trend que la vague 5, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Mais vous pouvez le voir, on est à la fois une vague qui est très dynamique en termes de nombre de cas, puisqu'elle va beaucoup plus vite que les autres, et on verra effectivement si son intensité va aller crescendo, histoire de saboter une partie des vacances, ou va se stabiliser à ce niveau-là, comme la vague 2 de août 2020. Donc vraiment à suivre, et je peux effectivement le dire, prudence, effectivement, et probablement marquer le pas sur ces éléments de convivialité et de proximité. Alors, sur l'activité officinale, bah là, même, même embroglio de courbes, vous le voyez. Alors, j'ai enlevé le taux de TVA 0, c'est amusant parce que quand je vois et qu'on discute avec des pharmacies qui font de la cession, ils me disent que ça serait quand même bien qu'on arrive à garder un morceau de la TVA 0. Alors, TVA 0, c'est tout ce qui est test antigénique. Ils me disent si ça commence à être récurrent, il faut qu'on le mette dans le prix de cession. Et pour ceux qui achètent, qui disent bah non, les tests antigéniques, c'était un épiphénomène, maintenant c'est fini. Donc là, on a fait des analyses hors taux de TVA 0. Et vous pouvez voir qu'on se compare à 2021, 2020 ou 2019. On a un réseau qui est dynamique en termes de chiffre d'affaires, avec une prescription de ville qui est globalement, si je compare par rapport à l'année dernière ou par rapport à 2019, proche, hein, plus 5 versus plus 3. Donc, on a cette croissance lente de la prescription de ville. On a la prescription hospitalière qui délivrée en ville qui ne fait que s'accélérer, qui continue à être dynamique. Et la partie conseil au sens large du terme, tout ce qui est délivré hors prescription, qui a connu un début d'année très dense avec globalement cette année, il y a à la fois de la pathologie hivernale, il y a à la fois eu du soleil de bonne heure. Donc c'est vrai que d'un point de vue séquence, si on regarde en termes d'activité, en termes d'accompagnement, le phasage était tout à fait en adéquation, mais plutôt une croissance un peu moins soutenue sur les 4-5 dernières semaines, plus 9 par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas neutre, mais que plus 14 quand même par rapport à 2019, ce qui montre bien qu'un certain nombre d'évolutions, effectivement, ont été freinées pendant ces 3 dernières années. Alors, par taux de TVA, je le fais rapidement parce que vous savez, depuis le temps que vous me suivez, vous avez l'impression que je radote, mais elle masque beaucoup de choses, mais le 2-1 elle reste très dynamique, quand même poussé par les sorties de réserve hospitalière. Et je pense que Patrick va vous sortir des chiffres tout à l'heure qui vont pouvoir bien positionner ces médicaments onéreux dans l'économie générale de l'officine, avec une marge qui est fixe, hein, puisque au-dessus de 1 930 euros, c'est 97,60 € à peu près. TVA à 5,5 qui mélange aussi plein de dispositifs et plein de catégories de produits, mais vous pouvez le voir, plus 7 par rapport à l'année dernière et plus 5 sur les dernières semaines.
L'OTC ou la TVA à 10 principalement, là aussi, on reste dynamique. Vous pouvez regarder quand même que par rapport à 2020, on a une croissance à plus 30% qui est quasi magique, et le 20% qui reste à un niveau soutenu, plus 8% sur ces dernières semaines. Nouvelle mission, je pense qu'on en parle depuis longtemps dans le réseau officinal. On parle beaucoup de qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, la mayonnaise elle va prendre, et probablement que l'évolution de la pandémie, l'évolution des métiers, de la prise en charge des nouvelles missions va faire qu'à un moment donné, un peu comme on fait du vélo, je suis toujours marré quand je fais cette image, mais effectivement, on prend le rythme et on va changer de plateau. Un petit point sur les bilans partagés de médication et les entretiens pharmaceutiques. L'idée, c'était de se dire, c'est quoi la répartition sur la carte de gauche des pathologies chroniques et de l'oncologie, donc le poids que pèse chacune des régions en France, et puis à droite, sur le graphique, la répartition, même principe, des bilans partagés de médication et des entretiens pharmaceutiques. Et ce qui est souligné, c'est les régions qui sont surreprésentées dans la réalisation de ces bilans et ces entretiens. Et vous voyez, c'est plutôt un ouest-sud qui est surreprésenté, avec un Paris qui est largement, et une Île-de-France largement à la traîne. Et effectivement, on va être beaucoup plus sur ces bilans et ces entretiens dans l'ouest de la France, et surtout le sud-ouest et le sud de la France. Patrick, quand tu pars en vacances, tu peux faire un peu de bilan de médication et d'entretien pharmaceutique. Il ne manquerait pas. Globalement aussi, quand on parle de ces bilans et de ces entretiens, c'est quelle proportion de pharmacies. Aujourd'hui, vous avez 1% des pharmacies, donc ce n'est pas énorme, qui réalisent 50% de ces bilans sur ces 12 derniers mois. 5% des pharmacies, c'est 90%. Et globalement, on est sur 15% des pharmacies qu'on en fait au moins un. Et en moyenne, une pharmacie en fait 16 sur l'année, que ce soit les bilans ou les entretiens. Donc, ça montre bien qu'il y a encore de la place. Mais si je prends que certaines catégories de médicaments, et notamment les AVK ou les nouveaux anticoagulants, pour me dire, OK, mais globalement, quel potentiel ça représente pour le réseau officinal, et comment on va pouvoir amener ces nouvelles missions et la démocratisation de ces nouvelles missions. Il y a un enjeu de démocratiser la data, puis il y a un enjeu aussi de démocratiser les nouveaux services. Et quand on regarde par potentiel de pharmacie, comment ça se lit, si je prends les AVK, 3% des pharmacies concentrent 10% de la délivrance des antivitamines K, et en moyenne, ils ont 66 patients dans l'officine. Et de l'autre côté, si on prend les nouveaux anticoagulants oraux, type Eliquis, Xarelto et Pradaxa, 4% des pharmacies, et c'est en moyenne 229 patients. Montre bien que globalement, dans ces nouvelles missions, dans cette gestion du temps, on va devoir gérer la vaccination qu'on a vue dans les précédents ateliers. On va devoir aussi gérer ces nouvelles missions et ces entretiens. Et donc, il va falloir gérer cet espace-temps dans un côté un peu ubuesque et moqueur du quotidien, qui est toujours de se dire, maintenant que tout le monde est prêt à faire de l'accompagnement, comment on fait quand on n'a pas les ressources, quand on n'a pas les équipes pour pouvoir mener à bien ces nouvelles missions. C'est le côté un peu moqueur de l'époque qu'on vit. Patrick, pour faire le lien entre ces nouvelles missions et l'évolution des médicaments remboursables, qu'est-ce que tu peux partager sur l'évolution du médicament en France? Alors effectivement, le marché remboursable ville est un marché qui est extrêmement dynamique, qui reste très dynamique. Vous voyez que depuis le début de l'année, on a une évolution cumulée de 11%, et sur les 12 derniers mois, elle est de plus 10%. Le mois de mai 2022 a connu, comme vous le voyez sur ce graphe, un pic d'évolution important, puisqu'on est à plus 16,4%. Alors attention, c'est un effet qui est, on va dire, mécanique, puisque le mois de mai 2022
s'est vu augmenter de 2,5 jours ouvrés versus 2021. Donc, si on tient compte de ces 2 jours et demi, ce qui est énorme, hein, on a rarement des effets jours ouvrés aussi importants sur un mois. Là, c'était lié au pont du mois de mai, qui ont été peu importants. Donc, si on tient compte de ces nombres de jours ouvrés, ben, on aurait simplement une évolution corrigée de plus 3,7%. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le mois de juin et le mois de juillet verront également un effet jour ouvré à venir, mais là qui sera négatif. Il y aura un jour ouvré en moins sur ces 2 mois et on sait qu'à peu près un jour ouvré en moins, ça pèse pour 5%, moins 5%. En revanche, pour les derniers mois de l'année, de août à décembre, on reste sur le même nombre de jours ouvrés. Donc, ça aura une incidence importante quand on reviendra sur nos prévisions d'évolution pour le marché remboursable. Donc, un marché qui reste toujours dynamique. Alors, quand on regarde maintenant un peu ce qui s'est passé sur les dernières années, sur les 5 premiers mois depuis 2019. En 2019, on avait un marché qui pesait pour 7,9 milliards d'euros, qui avait une croissance de 2,8%. Toujours 7,9 milliards en 2020, début du Covid, 0,3% de croissance. En 2021, une reprise avec 8,4 milliards d'euros et 6% de croissance. Et en 2022, sur ces 5 premiers mois, ben là, on constate une très forte évolution, hein. On est passé à 9,3 milliards d'euros avec une croissance de 11,2%. Alors, David avait abordé rapidement cette question. Est-ce qu'on doit se comparer à 2021? Quid de la période Covid? Est-ce qu'on doit se comparer à 2019? Donc, si on prend le parti de se dire, allez, la base 100, c'était 2019, ben, on voit que par rapport à cette année où il n'y avait rien eu, on était à 7,9 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 9,3 milliards d'euros, donc une très, très forte croissance du marché pharmaceutique remboursable. Alors, quand on regarde les classes qui sont comment dire, en croissance et en décroissance, les classes qui tirent en croissance, hein, toujours la première classe, ce sont les produits de la fibrose kystique avec Kaftrio et Kalydeco de chez Vertex, hein, ces 2 produits, Kaftrio, c'est 143 millions d'impact hein, positif en 2022 sur les 5 mois. Kalydeco, c'est 85 millions. Donc, vous voyez, 2 produits qui pèsent énormément. Au niveau de la N07X, les autres produits du système nerveux central, on a Vyndaqel et Vyndamax hein, de chez Pfizer qui pèsent à eux deux pour plus de 100 millions d'euros de croissance. Les inhibiteurs de l'interleukine avec Dupixent et Stelara qui sont prêts à eux deux de peser pour presque 45, quoi, ils sont à 45 millions de croissance. Et enfin, les produits de la coagulation, plus 65 millions. Et là, on retrouve Hemlibra de chez Roche pour ces 65 millions. On ne va pas détailler toutes les autres classes par produit, mais vous voyez que beaucoup de classes ont une croissance importante. En revanche, dans les contributeurs à la décroissance, ben on voit, hein, on a 71 millions sur les 10 premières classes qui pèsent sur la décroissance, alors que le top 10 des classes à la croissance, contributrices à la croissance, pèse pour près de 700 millions, donc 10 fois plus que les contributeurs à la décroissance. Néanmoins, dans les produits de la sclérose en plaques, il y a 11 millions d'impact sur des produits comme Gilenya, Tecfidera. Il y a également les antiagrégants plaquettaires pour 10 millions avec duoplavine, clopidogrel, BGR. Les vaccins viraux avec Vaxigriptera et Fluelda également pour 10 millions. Les antiviraux de l'hépatite, Epclusa, Mavirette, qui pèsent également pour 10 millions au niveau des baisses.
Et enfin, les antipsychotiques avec Xéplion et Risperdal Consta de chez Janssen qui pèsent pour près à eux deux de 6 millions, un peu plus de 6 millions. Donc voilà, donc un impact important quand même positif pour ces produits. Alors quand on voit les produits les plus importants sur cette période, le top 10 des produits, on retrouve toujours Eliquis, c'est un produit qui continue malgré les années à progresser fortement, 13% de croissance et c'est toujours le premier produit de l'industrie pharmaceutique en ville. Après, on a Elea qui a également une forte croissance, 12%. Ensuite, on retrouve Lucentis, Kaftrio, Xarelto, Vyndaqel, Imbruvica, Xtandi, Humira et toujours Doliprane dans le top 10. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Eliquis, Xarelto et Doliprane sont des produits spécifiquement ville. En revanche, tous les autres, Elea, Lucentis, Kaftrio, Vyndaqel, Imbruvica, Xtandi, Humira, sont des produits d'origine à prescription hospitalière. Donc voilà pour ces produits, ce top 10 à mai 2022. Quand on regarde maintenant, on fait un zoom sur les produits de sortie de réserve hospitalière. C'est des produits qui ont un impact très important sur le CA Ville. Vous voyez cette courbe, hein, c'est l'impact depuis janvier 2021. On voit qu'il y a une croissance régulière tous les mois. En cumul mobile, depuis cette période, on est à plus 190 millions d'euros pour ces produits de SRH. En cumul fixe, plus 112 millions, donc une tendance qui a plutôt tendance à s'accélérer. Et donc ça, c'est la situation à date, mais il y aura vraisemblablement d'ici la fin de l'année d'autres produits à venir qui vont sortir de réserve hospitalière. Donc cette situation importante et avec un impact important sur les ventes villes des produits de SRH devrait s'accentuer dans les prochains mois. Alors, David avait fait allusion à cela. On a voulu voir ce qu'il se passait au niveau de l'évolution des produits onéreux en pharmacie de ville au cours des 5 dernières années. Donc, les produits onéreux, hein, c'est les produits au-delà de 1 930 €, c'est-à-dire pour lesquels la marge dégressive linéaire est de 0. Donc, on voit que sur les 5 dernières années, c'est un segment de marché qui a très, très fortement progressé. En 2017, vous aviez 65 présentations. En 2022, mai 2022, vous en avez 168. Tous les ans, cela n'a fait qu'augmenter. Donc, le nombre de présentations a été augmenté par 1,6. Quand on regarde le CA de ces produits, c'était 1,158 milliard en 2017. En 2022, mai 2022, on est à 4,316 milliards, donc multiplié par 2,7. Alors, le poids des présentations en volume ne représente pas grand-chose, hein, bien entendu, c'est à peine supérieur à 0,05%, mais en CA, cela représente 18% du CA de l'officine. Donc, on voit que ces produits onéreux en officine a fortement évolué et ont une incidence importante dans le CA des pharmacies. Alors, quand on regarde un tout petit peu, excuse-moi David, si on peut revenir sur la précédente, quand on regarde un peu les produits qui sont les plus concernés sont les antinéoplasiques et les immunomodulateurs qui représentent en 2022 la part la plus importante, à peu près 65% du chiffre d'affaires. Et c'est des produits qui sont utilisés dans le traitement de la mucoviscidose également, qui pèsent pour aussi une part importante. Et une grande partie de ces médicaments est utilisée également à l'hôpital et d'autres sont sortis du circuit hospitalier pour être dispensés
uniquement en pharmacie de ville. Donc, un double circuit pour ces produits. Alors, quand on regarde l'évolution de l'origine de la délivrance entre le conseil, la prescription hospitalière et les produits typiquement de ville, on a comparé le cumul fixe de janvier à mai 2021 à la même période 2022. On voit que ce cumul fixe est passé de 8 milliards 376 millions à 9 milliards 300 millions. Donc une forte croissance sur la période, à 11% de croissance. Et quand on regarde les segments à l'intérieur, ben on voit que le segment le plus important, bien entendu, sont les produits de ville, qui ont eu une croissance de 6% et qui ont gagné un peu plus de 300 millions. Mais les produits qui ont eu la progression la plus importante sont les produits issus d'une prescription hospitalière, avec plus 600 millions de croissance au cours de ces 5 premiers mois de l'année, et surtout 18% de croissance, alors que les produits conseils, bon, bien sûr, hors prescription, ont eu une petite augmentation également, plus 20 millions et 19% en croissance, mais avec un niveau de chiffre d'affaires beaucoup plus bas, puisqu'on est à peine au-dessus des 100 millions. Et on voit qu'en contribution à la croissance, ben, les produits issus d'une prescription hospitalière représentent plus 2,4 points par rapport à la croissance. Mécaniquement, malgré leur croissance, les produits de ville ont baissé de 2,5 points et les produits hors prescription sont stables. Donc, une importance de plus en plus grande des produits issus d'une prescription hospitalière. Quand on regarde maintenant le taux de pénétration mensuel des génériques sur la période 2020-2022, on a les trois années. Vous voyez là en vert, ben, il y a ce on a appelé entre nous une optimisation, c'est-à-dire que le taux de pénétration augmente régulièrement. Aujourd'hui, il est aux alentours de 85%, suivant les mois, entre 84,5 et puis un peu plus de 85%. Donc, une augmentation légère de ce taux de pénétration. Quand on fait un zoom sur les biosimilaires en ville, là, on voit qu'il y a une progression depuis début 2022, c'est la suivante, David. Il y a une progression depuis début 2022 où on était aux alentours de 20% et on est aujourd'hui au-delà de 21%. Donc, c'est une croissance régulière qui n'est pas très forte, mais qui existe. Alors, on a voulu quand même regarder ce qui se passait et notamment, on a fait un zoom sur le taux de pénétration des biosimilaires au sein de deux groupes suite à l'arrêté du 12 avril 2022 qui ont autorisé les pharmaciens d'officine à substituer un médicament biologique de référence par un biosimilaire et les deux groupes de biosimilaires concernés, c'était filgrastim, donc Neupogène, et pegfilgrastim, Neulasta, qui ont été concernés. Alors, ce qu'on constate déjà, on voit que pour filgrastim, ben, la courbe, elle est stable, mais on est à un niveau de substitution par les biosimilaires qui est très fort, aux alentours de 95%. Pour pegfilgrastim, on était à 70% en janvier 2021, on a dépassé les 75%, on est à 77-78% aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette mesure, pourquoi cet arrêté sur ces deux groupes, alors que c'était deux molécules qui étaient déjà avec des taux de substitution qui étaient forts, hein, filgrastim à 95%, le potentiel de gain est très très faible, et quand on est déjà à 70% avec pegfilgrastim, on se dit que la marge de progression est également faible, bien sûr elle est un tout petit peu plus importante, mais c'est une mesure qui, quoi qu'il arrive, aura un impact assez limité. Et donc, le potentiel pour la fin 2022, il y aura vraisemblablement une augmentation autour de pegfilgrastim vers les peut-être 90%,
mais l'impact global sur le taux de pénétration des biosimilaires ne sera pas fortement impacté. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé au niveau des variations de prix. Pas beaucoup de changements depuis notre précédent atelier. Je vous rappelle que l'objectif 2022 de la loi de finances de la sécurité sociale prévoyait 825 millions d'euros d'économies en prix net liées aux baisses de prix. Quand on regarde en économie sécurité sociale, c'est-à-dire c'est les trois figures de droite sur le schéma, on voit qu'en ville, on prévoit à peu près 550 millions de rendement au niveau des baisses de prix. Il y en a déjà 265 millions qui ont été réalisés à fin mai et on prévoit avec toutes les baisses de prix qui sont prévues ou celles qui vont se poursuivre, il y aura 285 millions supplémentaires, donc soit 550 millions de baisses de prix prévues en économie sécurité sociale. Pour l'hôpital, où là on est en prix de vente hors taxe, on a réalisé 91 millions de baisse de prix sur les 5 premiers mois de l'année. Il y a 108 millions de prévus sur la fin de l'année. On arrivera donc aux alentours de un peu au-dessus de 200 millions. Donc, au total, on devrait être aux alentours de 750 millions d'impact des baisses de prix projetées en prix net, soit un rendement de 80%. A priori, il ne devrait pas y avoir de grosses baisses ou de nouvelles vagues de prix importantes d'ici 2022. Donc, le rendement sera inférieur à l'objectif qui avait été fixé par la loi de finances de la sécurité sociale. Alors, on a voulu regarder quand même l'impact de ces baisses de prix sur ces 5 premiers mois de l'année par rapport à 2021. Donc, vous avez à gauche les 5 premiers mois de 2022 et à droite les 5 mois de 2021. Et on voit que ce rendement, globalement, est largement supérieur en 2022 par rapport à 2021, puisqu'on est avec les prévisions d'ici la fin de l'année, 550 millions en 2022 par rapport à 278, et surtout quand on regarde le réalisé sur les 5 premiers mois de l'année, on était à 98 millions sur 2021, on est déjà à 265 millions d'engrangés sur mai 2022. À l'hôpital, même chose, 78 millions par rapport à 91 millions en 2022. Donc, au total, on avait réalisé 175 millions de baisse de prix en 2021 et on est déjà à 356 millions d'euros de baisse de prix en 2022. Donc, une année, même si elle n'est pas au niveau des objectifs qui avaient été fixés dans la loi de finances, il y a un rendement très important aux alentours de 750 millions. Quand on regarde quelles sont les classes, le top 10 des classes qui ont été touchées par ces baisses de prix en économie sécurité sociale, il y a les hormones cytostatiques, c'est les baisses de prix notamment sur Zytiga, moins 45 millions. Sur les anti-TNF, c'est Humira et c'est biosimilaires. Sur la R07B1, donc les produits liés au traitement de la mucoviscidose, Kaftrio et autres, c'est une baisse de prix de 40 millions à peu près en impact. Les inhibiteurs directs du facteur 10A avec Eliquis, Xarelto, donc 35 millions de baisse de prix. Et enfin, les produits de la sclérose en plaques, Aubagio, Gilenya, eux ont pesé avec moins 35 millions. Ensuite, vous avez traditionnellement les baisses de prix sur les inhibiteurs de la pompe à proton, les régulateurs lipidiques en association, les produits contre le VIH, ainsi de suite, qui également ont été fortement touchés par ces baisses de prix. Alors, quelles sont nos perspectives de croissance pour l'année 2022? Donc, les effets positifs, il y a une reprise du marché post-crise, ça c'est indéniable. Il y a une croissance également de certaines classes, les antinéoplasiques, les traitements contre la mucoviscidose, les inhibiteurs du facteur 10A. Également, on a beaucoup insisté dessus, les produits sortis de réserve hospitalière qui ont un fort effet sur le marché remboursable ville.
Et puis également une pathologie hivernale qui a été plus forte, on le verra tout à l'heure. Dans les effets négatifs, les baisses de prix, on l'a vu, les substitutions des biosimilaires, mais qui ne pèsent pas non plus qui n'ont pas un impact extrêmement fort. Tout cela nous fait dire que pour le marché remboursable 2022, nous prévoyons une croissance comprise entre 9 et 10%. Donc, une croissance encore très forte au niveau du marché remboursable ville. Alors qu'on verra plus tard, le marché hospitalier, lui, va connaître un fort ralentissement. Alors, voyons très rapidement maintenant ce qui s'est passé au niveau des pathologies hivernales. Donc, clairement, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau des pathologies hivernales, il y a eu une reprise de la pathologie. Elle est revenue. Bien sûr, il y a toujours le pic de mars 2020 au niveau du Céline, où il y avait eu ce stockage d'un grand nombre de produits, mais globalement, on voit la courbe en bleu ciel et plutôt au-dessus de celle des autres années, bon, avec des vagues, des courbes qui se croisent au niveau des vagues. Mais quand on compare 2019 à 2022, 2018-2019 à 2021-2022, ben on voit qu'il y a une croissance pour 2021-2022 et avec une année qui est supérieure sur ces produits, sur le volume des médicaments, un volume de produits qui est supérieur à celui de toutes les années précédentes avec 485 millions d'unités. Donc voilà pour ces pathologies hivernales et je vais laisser David continuer avec les produits conseils, ce qui s'est passé au niveau de l'officine. Et ben c'est parti alors pour continuer sur le médicament et sur l'automédication, c'est-à-dire la délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien. Là, on est en sell-out et là, vous pouvez le voir parce que ça fait quand même quelques temps que le marché de l'automédication s'est pas aussi bien porté que cette année. On est depuis ces derniers mois à plus 15, notamment plus 8 par rapport à l'année dernière sur le mois de juin. Et si vous regardez par rapport à 2020, on reste aussi dynamique. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on peut dire avec du mauvais humour ce côté convivialité qui a fait partager un certain nombre de microbes sur ces premier quadrimestre de l'année, voire premier semestre, mais un marché de l'automédication qui est dynamique avec une complexité. Alors, du coup, je vais rester quelques secondes quand même sur ce graphique parce que on essaye de mettre un maximum d'informations et de ne pas se tromper dans les analyses et dans les constats qu'on fait. Alors, ce qu'on a mis en vertical, en ordonnée, c'est l'évolution 2022-2021. OK, donc on peut le voir quasiment tous les segments de l'automédication, toutes les indications sont en dynamique par rapport à l'année dernière. Et puis, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. OK, mais et quid par rapport à avant? Donc, on a mis en abscisse en bas 2021 par rapport à 2019 pour se dire, allez, je mets 2020 entre parenthèses et on regarde ce que ça donne. Et puis, globalement, de se dire, bah voilà, ce début d'année, ce premier semestre par rapport à 2019, est-ce qu'au final, les segments ont gagné en évolution et en business ou au contraire, elles sont en recul sur ces trois dernières années? Vous pouvez le voir, beaucoup de segments sont tous encore par rapport à 2019. C'est le cas de la toux sèche, c'est le cas de la toux grasse, c'est le cas du rhume, notamment rhume étagrippal qui est le premier contributeur à la décroissance de l'automédication. Et on peut le voir, les deux segments qui sont trois segments fortement dynamiques, douleur et fièvre, allergie et brûlure d'estomac, RGO, qui est pour le dernier quasiment l'un des seuls segments à être en croissance depuis la pandémie. Donc l'idée vraiment dans ce mapping, c'est de se dire, bon voilà, on essaie de mettre en perspective aussi bien l'évolution par rapport à l'année dernière, l'année d'avant par rapport à 2019 et globalement depuis 2019, qu'est-ce que racontent ces segments. Quand j'élargis l'automédication à la santé et nutrition dans le réseau officinal,
Et là aussi, c'est ce qui est déstabilisant et qui mène à ce qui va être excessivement intéressant sur cet été et sur la rentrée, sur ces notions de disponibilité de produits. On sait que c'est un sujet qui est fort sur le générique, cette notion de taux de disponibilité de l'ensemble des médicaments. On va le voir de plus en plus en santé conseil et en nutrition, cette capacité à pouvoir livrer. Là, du coup, c'est la discussion que j'avais ce matin avec un industriel sur comment on fait pour gérer à la fois les ruptures, à la fois la motivation des équipes sur le terrain et les échanges avec les officinaux et les groupements. Et donc, du coup, voilà, on a un marché qui est fortement dynamique sur ce début d'année par rapport à l'année dernière, plus 17%. Mais si on regarde par rapport à 2019, on a une croissance sur ces 4 années de 13%. Donc, ça fait à peu près une année plus de à peu près chaque année, sachant que 2020 et 2021, on a été en recul sur cette période. Hop. Et là aussi, quand on regarde par rapport à l'année dernière les contributeurs à la croissance, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le retour un peu de ces échanges de virus, de cette convivialité, de ces barrières et de ces défenses qu'on a laissées vite de côté, donc mal de gorge, avec des croissances que je pense qu'on n'avait pas vues depuis grand nombre d'années, plus 89% sur des segments qui sont importants. Regardez, la contribution à la croissance, c'est 211 millions d'euros sur ce début d'année versus moins 12 millions pour les contributeurs à la décroissance. Et en segment hors mots divers, on va avoir immunité, défense naturelle, on va avoir le sommeil qui se positionne et qui reste sur cette période. Et dans les contributeurs à la décroissance, mon chouchou, ça c'est moi qui suis le principal responsable. Avec Patrick, on a arrêté les produits. Et donc, du coup, pour avoir la ligne, et moins 13%, moins 3 millions. On verra tout à l'heure ce que ça donne dans le miroir des enseignes de parapharmacie. Mais premier contributeur à la décroissance, c'est la perte de poids. Et quand je regarde contributeur à la croissance 2022 par rapport à 2019, donc cette période avant Covid, on a douleur, on a le tonus, on a le sommeil, on a l'immunité, on a la nutrition, notamment avec l'alimentation, on a l'hygiène bucco-dentaire du quotidien. Celui-là, ça reste un chouchou parce que du coup, c'est vrai que on pouvait se dire qu'avec le fait qu'on retire le masque, on ait un marché qui soit en recul parce que effectivement, on a plus ce circuit fermé entre le nez et la bouche en circuit fermé, mais globalement, il continue à être dynamique et on le voit bien par rapport à ces dernières années. Et dans les deux gros contributeurs à la décroissance depuis 2019, on va avoir le rhume, la perte de poids et puis aussi juste derrière le confort respiratoire et les huiles essentielles. Alors, globalement, quand on regarde le top 20 des laboratoires sur ce début d'année par rapport à l'année dernière, allez, sur le top 20, vous pouvez voir tout le monde est dynamique. L'enjeu, c'est effectivement comment, voilà, je suis plus dynamique que le marché. Et c'est de plus en plus les enjeux qu'on a tous, auxquels on est confrontés. C'est comment on fait en sorte que, justement, la dynamique qu'on a puisse nous permettre aux uns et aux autres de gagner de la part de marché, de gagner de la place sur ce segment et de se dire, voilà, comment je peux être premier, deuxième, troisième contributeur à la croissance. Et donc, du coup, de reprendre des places, de reprendre des parts de marché et de m'insérer davantage dans le conseil que va mettre en place le réseau officinal au quotidien. Et là, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais côté industriel. Et là, l'enjeu, c'est que pour que vous puissiez, quand on va partir en vacances avec vos enfants, de pouvoir relier, du coup, est-ce que le numéro 1, ou est-ce que le numéro 2, est-ce que le numéro 3, et pouvoir travailler l'assertivité pour retrouver où sont positionnés les laboratoires. Et vous pouvez voir, très peu de laboratoires aujourd'hui sont en décroissance par rapport à 2019. Globalement, des phénomènes différents. On va avoir la prise en charge du déremboursement et cet enjeu sur effectivement la catégorie de l'homéopathie. On va avoir l'ibuprofène qui chahute GSK. On va avoir effectivement un certain nombre de sujets pour Périgo. Mais sinon, globalement, vous pouvez voir, il y a des laboratoires qui ont eu des difficultés l'année dernière et pour autant qui sont en forte dynamique cette année et qui globalement restent contributeurs à la croissance depuis 2019.
Et effectivement, pour terminer ce top 20, on a Menarini qui est passé du 23e au 20e dans cette position. Alors, quand on regarde les contributeurs à la croissance sur les laboratoires, on a tout type de laboratoire en santé familiale. On va avoir de l'historique axé sur le médicament et compléments alimentaires. On va avoir des laboratoires comme donc Sanofi et UPSA poussés par le portefeuille, par l'accompagnement du réseau et la distribution. On va avoir Procter & Gamble qui est poussé aussi par les gummies, la Cooper et Urgo par ce portefeuille. Donc, forte dynamique par rapport à l'année dernière avec des laboratoires qui continuent à maintenir cette dynamique. On a Rekit qui reprend des couleurs, on a Pilège qui réattaque, qui est quasiment le premier contributeur à la croissance de ce top 10 uniquement centré sur les probiotiques. On va avoir Bausch & Lomb, on va avoir Pierre Fabre Médicaments, on va avoir Bayer sur des transformations de gamme, sur des évolutions. Et donc, c'est excessivement intéressant de voir l'évolution de ce panier, l'évolution de ces marques dans le réseau. Et puis, même exercice, quand on se compare de 2022 à 2019, on voit globalement, allez, dans le top 5, il y a un peu de chaise musicale, mais globalement, on maintient. Forte poussée quand même depuis 2019 de Biogarant en termes de contributeurs à la croissance. Donc, on voit dans ce top 10 deux génériqueurs, Biogarant et Marianne avec Béatrice, et puis aussi des compléments alimentaires comme Enashco, comme Aboca, qui reprennent, qui continuent petit à petit à s'insérer dans le paysage de la santé familiale et qui assoient leur position. Alors, l'un des sujets et j'ai hâte de voir les courbes de juillet et de août, et ce n'est pas ce côté un peu malsain de la conversation, c'est, je pense, le sujet le plus important, l'un des sujets les plus abordés ces derniers temps, c'est les hausses de matières premières, c'est les hausses de prix, c'est de quelle mesure, effectivement, ça va impacter, comment ça va s'enchaîner dans la cascade entre fournisseurs de matières premières, industriels, pharmacie et consommateurs. Donc là, on le suit sur le top des références en santé sur une base 100 en 2020 pour voir l'évolution. On voit que la courbe, elle commence à partir au mois de juin et l'écart se creuser. On va voir sur juillet, août et septembre. Là, on va être confronté sur différents phénomènes, la disponibilité des produits et effectivement l'impact de la hausse de prix. Et ce qui sera intéressant, c'est de suivre quel est l'impact au final pour le consommateur dans son choix. Est-ce que ça aura un impact sur le volume? Et c'est vrai qu'il faudra qu'on ait en tête, quand on fera les analyses, quand vous allez faire les analyses aussi, de la croissance des marchés, il faudra avoir en tête que les augmentations de prix cette année, on commence à avoir plein de vagues. On a même effectivement sur certaines catégories de produits des hausses déjà prévues pour octobre sur certaines catégories de produits. Donc, ça voudra dire que c'est quasiment la première année depuis, allez, je vais dire que depuis que je travaille, un peu moins pour Patrick, mais auquel on a plusieurs augmentations de prix dans une même année pour une même catégorie de produits. Et donc, on va le suivre, mais vous pouvez voir quand même la courbe laisse présager un joli rebond sur juillet. Alors, comme je tournais un peu sur la côte basque, on m'a dit ah, mais le solaire cette année, c'est exceptionnel. Bah, globalement, je pense que oui. Tout à l'heure, Patrick a montré pathologie hivernale, c'était bon sur ce début d'année. Et là, le solaire sur cette période-là, j'espère quand même qu'il sera beau cet été aussi. Mais globalement, plus 40% sur tout ce qui touche au solaire par rapport à l'année dernière. La seule année où on était en recul, c'était 2020, donc en année Covid, 17% depuis 2019 en termes de croissance. Donc, segment dynamique avec effectivement dans les contributeurs à la croissance sur le solaire, quasiment que de la dermo. Donc, on va avoir Aven, La Roche-Posay, La Rosée qui arrive très fort avec sa gamme solaire, troisième contributeur à la croissance. On va avoir SVR et Bioderma, Vichy, Nux, Uriage et Eucérine. Donc, on a vraiment de la dermo. Et premier complément alimentaire, si vous voulez, c'est Phytobronze d'Arco, qui est dans le top 10 des contributeurs à la croissance.
On vous préparera pour le prochain atelier un zoom sur le bio et la tendance bio dans ces notions solaires. Mais on voit bien, on a à la fois des acteurs historiques, on a à la fois des acteurs qui avaient fait un lancement l'année dernière et qui renforcent leur position. Je pense aussi à SVR. Et puis des acteurs qui se lancent, notamment l'Arrosé, sur ce segment. Et quand vous regardez les évolutions, c'est des évolutions qui, même au niveau supply, posent des questionnements sur comment je fais pour être aussi dynamique, comment gérer cette croissance et cet approvisionnement, et d'où l'intérêt d'être le plus frais possible quand on traite les données. Alors quand on regarde, que ce soit par rapport à 2021 ou par rapport à 2019, l'évolution de ces segments-là, bah, vous pouvez le voir, protection solaire et les autres segments, forte croissance, que ce soit par rapport à 2022 ou par rapport à 2019. Les enseignes de GMS, donc que ce soit Leclerc, que ce soit Système U, Carrefour, Monoprix, Auchan, dynamique depuis 2020, 6-8% de croissance par rapport à l'année dernière. Et vous pouvez voir un peu quand même le miroir quand même très centré dermo plus que complément alimentaire, mais quoique, regardez, contributeur à la croissance, visage, protection solaire et corps, mais également immunité, défense naturelle et tonus, vitalité. Par contre, contributeur à la décroissance, un peu le miroir que ce qu'on a en pharma, la minceur, que ce soit en perte de poids ou en détoxification, et ensuite également les pieds secs et la dermatite séborique du cuir chevelu. Mais vous pouvez le voir, on a effectivement un mini comportement de la pharma chez la para sur les contributeurs à la croissance et à la décroissance, qui est quand même au profit des contributeurs à la croissance. Dermocosmétique, marché continue sa dynamique. On avait plus 9 l'année dernière, on a plus 10 cette année, donc plus 17 depuis 2019. Là aussi, quand vous regardez le top 10, on a Caudalie qui est présent, on a CeraVe qui arrive très fort à la 6e place, on a Bioderma et Uriage également, on a Etiaxil, déodorant, donc ce qui montre bien le besoin de sortir et d'être plus agréable à l'odeur. On a vu l'hygiène bucco-dentaire tout à l'heure. Et globalement, contributeur à la croissance solaire, soins visage, soins corps, et les mains, puisque effectivement on a moins usage du gel hydro, et on le voit dans la propagation des virus, quel qu'il soit, on a effectivement l'impact de la baisse des ventes du gel hydroalcoolique. Et quand on regarde l'évolution, tout réseau confondu, que ce soit la GMS ou que ce soit la pharmacie, on va avoir dans le trio Aven, La Roche-Posay, SVR, et ensuite La Rosée et Caudalie. Là aussi, indice des prix, gros sujet. Là, vous pouvez le voir, l'écart est significatif. Là aussi, rebond sur le mois de juin. On va voir ces confrontations. On sait que beaucoup de côté réseau officinal essayent de stocker au maximum pour anticiper l'impact des hausses de prix. Et donc, on va voir ce que ça va donner sur juillet, août et septembre. Patrick, pour terminer, puisque j'ai été bavard, et du coup, je m'en voudrais de ne pas te laisser la parole sur l'hôpital. Merci, David. Donc, effectivement, et très rapidement maintenant, donc l'activité sur l'hôpital. Donc, le mois de mai a été marqué par une évolution de plus 11,3% en achat à l'hôpital en mai 2022. Donc, toujours avec notre effet jour ouvré de plus de 2,5 jours ouvrés. Si on corrige de cet effet jour ouvré, on se retrouverait avec une évolution négative sur le mois de mai 2022 avec moins 0,8%. Alors, globalement, on a une année 2022 et notamment les premiers mois supérieure aux autres années quand on compare à 2019, 2020, 2021, mais on constate quand même un fort ralentissement sur les derniers mois. Non, c'est la slide précédente encore, excuse-moi David. En cumul fixe, on est à plus 6,5% en mai 2022 et en cumul mobile, on était à plus 16,7%. Vous voyez que la tendance donc, sur les derniers mois est au ralentissement. Alors, quand on regarde justement cette dynamique en cumul fixe,
En chiffre d'affaires, alors on est en prix tarif, hein, en cumul fixe janvier-mai 2022, on est à 5,6 milliards d'euros. C'est la slide suivante. On est donc à un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui réalisé sur les précédentes années, avec une évolution à plus 6,5%. Quand on regarde les classes qui contribuent à la croissance, on voit que les 5 premières classes contributrices à la croissance sur la slide suivante représentent 481 millions d'euros supplémentaires, alors que les 5 classes qui contribuent à la croissance ne pèsent que pour moins 142 millions d'euros. Et là, on retrouve la L01G avec les antinéoplasiques anticorps monoclonaux pour plus 359 millions d'euros. 24% de croissance. Les autres antinéoplasiques avec plus 38 millions d'euros, avec plus 37%. La J06C avec plus 30 millions et 15% de croissance. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, ça je sais que c'est un nom qui plaît beaucoup à David, avec plus 29 millions et 83% de croissance. Et enfin, les autres immunosuppresseurs, plus 25 millions de croissance. Dans les classes qui contribuent à la décroissance, les autres produits du système nerveux central, 48 millions d'euros de baisse. Les antinéoplasiques lidomides avec moins 34 millions d'euros. Les produits de la coagulation sanguine, moins 27 millions. Et puis d'autres classes qui pèsent pour entre moins 15 et moins 20 millions d'euros. Donc, les perspectives pour l'hôpital pour 2022, donc toujours un effet positif avec une reprise du marché post-crise, on l'a vu quand même sur les 5 premiers mois de l'année. La croissance de certaines classes, en particulier l'immunothérapie avec les anti-PD-1, les CAR-T-cells, avec notamment de nombreuses et de multiples extensions d'indications. Les hausses de prix des immunoglobulines. Et pour contrebalancer tout ça, il y a les sorties de réserve hospitalières qui impactent fortement le marché hospitalier, les baisses de prix, les développements des biosimilaires, les pertes de brevets pour le lénalidomide, donc Revlimid. Et tout cela nous amène à dire que il devrait y avoir une croissance du marché hospitalier entre plus 6 et plus 8%. Et donc une croissance globale du marché ville plus hôpital à peu près d'environ 8% pour cette année 2022. On aura le temps dans les prochaines semaines et dans les prochains mois d'affiner ces chiffres. Nous sommes à la fin de cet atelier. Nous allons vous souhaiter d'excellentes vacances à tous. Profitez-en bien. Sachez que le Gers et notamment les équipes du Gers sont toujours là pour vous, même pendant cette période. Vous aurez toujours des interlocuteurs. Et puis, n'oubliez pas de liker nos pages LinkedIn qui, nous le savons et nous vous en remercions, sont très suivies par l'ensemble de la communauté. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci à toutes les équipes Gers qui ont contribué à la réalisation de ces ateliers. À très bientôt. Au revoir.